Bonjour à toutes et tous, Héloïse Hallyday, je suis maître de conférences en psychologie clinique et psychopathologie à l'Université de Bourgogne. Alors normalement, la psychologie clinique et la psychopathologie, ça fait un peu peur, puisqu'on se dit « Ah mais non, on n'est pas malade, on n'est pas fou, donc qu'est-ce qu'elle vient faire ici ?» À vrai dire, je m'intéresse dans mes recherches, en fait, depuis un certain temps maintenant, à la dynamique des organisations de santé, notamment les hôpitaux, et depuis la crise sanitaire et depuis les nombreux échanges que j'ai eus à ce moment-là avec Philippe Bagnols, à qui vraiment je ne dirai jamais suffisamment merci de m'avoir permis de rentrer dans cette question-là, je m'intéresse plus particulièrement au corps de direction dans les hôpitaux publics. Ceci ne signifie pas que les autres lieux, les autres champs ne m'intéressent pas, c'est juste que concrètement on était deux pour la recherche et que c'était compliqué. Je dis deux parce que j'ai donc travaillé avec quelqu'un d'autre qui n'a pas pu venir aujourd'hui car il est directeur adjoint de son laboratoire et qui avait réunion de laboratoire, qui s'appelle Florent Chépins, qui est professeur en sociologie, qui était donc celui qui aurait pu présenter un certain nombre d'hypothèses de travail, de résultats intermédiaires par rapport aux entretiens que l'on a eus au sujet justement de ce qu'il a pu penser à partir de ces retours finalement de la crise sanitaire. Mais vous allez voir qu'on ne va pas parler de crise sanitaire, on va surtout parler des corps de direction tout court. Mon collègue donc a pensé à tout un tas de choses, c'est moi qui vais vous les restituer, mais voilà, je rends à César ce qui lui appartient. Il a pensé beaucoup et autant que moi. J'ai dit aussi hypothèse de travail, résultat intermédiaire, au sens où, bien évidemment, et ça j'y tiens beaucoup, je ne viens pas avec une vérité certaine, ni avec des résultats exacts, avec un grand E. Ce avec quoi je viens, c'est avec finalement des intuitions, des premiers résultats, des hypothèses à aller creuser. Je parlerai de nos projets de recherche pour la suite, qui nous sont venus à partir des plus de 30 entretiens qu'on a conduits avec des professionnels des équipes de direction pendant la crise, dans la région Bourgogne-Franche-Comté et dans une autre région, et des groupes de travail qu'on a pu faire avec une équipe de direction qui a bien voulu justement se prêter à l'exercice avec moi. Alors, eh bien, la télécommande ne fonctionne pas. Là, pourtant, normalement, c'est sur on. Je ne suis pas très forte. Les psychologues sont parfois un peu sous-doués avec le pragmatisme, c'est mon cas. Mais là, moi, je ne m'en sors pas. Je suis désolé. Alors, sinon, c'est pas grave, je les ai sur mon téléphone. C'est pas une blague. Est-ce qu'on fait comme ça, si ça vous arrange mieux? C'est moi qui lui viens en aide, je trouve que... Non, c'est bon, c'est parfait. Merci beaucoup. OK, donc, pour le plan... Vous ne les voyez pas, mais c'est pas grave, je pourrais les donner à Nathalie, afin qu'elle vous les passe, parce qu'en vrai, le plus essentiel, c'est quand même que moi j'y ai accès, et parfois, le texte déconcentre un petit peu. Mais si, vous l'avez, super. Donc, je suis une universitaire, j'assume, j'ai fait un plan. Un plan en 3 parties, promis, s'il y a un peu 3 sous-parties, avec d'un côté les constats et les étonnements de celui avec qui j'ai travaillé justement, Florent Chépins, qui s'est étonné finalement d'un certain nombre de choses qu'il a remarquées. Moi, j'ai commencé cette recherche aussi parce que c'est un peu ce que j'ai indiqué avec la relation de collaboration qu'on a avec Philippe depuis des années. J'ai des amis dans le corps des directeurs et directrices d'hôpital. Et donc, c'est aussi grâce à eux, et surtout eux, à l'époque, je ne connaissais pas de femmes, que je me suis intéressée à ce vécu très particulier pendant la crise sanitaire, puisque moi, j'entendais qu'il y avait, au niveau des équipes de direction, des choses qui n'allaient pas du tout, mais c'est marrant, comme dans la presse, on en entendait beaucoup moins parler. Donc, d'un côté, les constats et les étonnements de celui qui aurait dû être ici pour vous dire à quel point il ne vous connaissait pas et qu'il a quand même rencontré un certain nombre de questions de recherche intéressantes. Ensuite, des dimensions plus psychologiques. Alors là, clairement, Pierre-Olivier Monteil n'aura pas le monopole de la perchitude et de l'alien. Clairement, quand je parle psy, mais en même temps, il paraît que c'est un peu décalé et que c'est intéressant pour vous, alors on va essayer ça. Quelles sont les tensions, non pas au sens où tout le monde va mal, mais quelles sont les tensions qui jalonnent de façon un petit peu spécifique les équipes de direction hospitalière dans lesquelles il y a plusieurs corps, on y reviendra. Et puis, un dernier point, puisque à constat parfois, disons, intéressant, qui rendent un peu perplexe, qui déroutent, on offre toujours des portes de sortie, on l'a entendu avec les précédentes tables rondes, une question du prendre soin du collectif. D'ailleurs, on en parlera de nouveau à l'EHESP lundi soir. Alors, premier constat, c'est tout petit, mais c'est pas grave, vous n'avez pas forcément besoin des extraits d'entretien. D'une part, les populations des équipes de direction hospitalière sont complètement sous-étudiées. Complètement sous-étudiées, c'est-à-dire il y a François-Xavier Schweyer qui a fait un travail merveilleux de socio-histoire des corps professionnels qui sont formés à l'EHESP, mais de fait, il est un peu tout seul, et ceux et celles qui s'y sont intéressés ne sont en tout cas plus là pour discuter avec moi, donc on se sent un peu seul. Ça, à la rigueur, c'est pas grave, mais ceci signifie qu'il y a tout à faire. Qu'il y a tout à faire et qu'il y a tout à explorer du côté de savoir vraiment ce qui se passe pour vous, en gros. Une autre chose,
qui est quand même à mettre en regard. C'est cette image sociale que vous avez de dominant finalement mal aimé du public. Mal aimé du public, j'y ai fait référence, puisque dans la presse, pendant la crise, le moins qu'on puisse dire, c'est que vous n'étiez pas forcément encensé, tandis que vous faites quand même partie de la haute fonction publique, en tout cas pour 2 des 3 corps, et ça aussi c'est un problème, on y reviendra, DH, D3S, mais qu'en tout cas, cette image-là, finalement, n'est pas particulièrement forcément positive. Des choses auxquelles on s'est intéressé, donc, 3 corps d'appartenance pour les directions hospitalières, les DH, les D3S qui sont en fonction de DH ou passés dans le corps des DH, et bien sûr le corps des directeurs des soins, que l'on n'oublie pas, qui est très important, mais qui de fait n'a pas encore accédé justement au concours des cadres, entre guillemets, à plus. Le corps des DH, réputé, et on va voir dans quelle mesure est-ce que c'est vrai ou pas, homogène et corporatiste, ça c'est de l'extérieur, et puis une organisation que l'on dit classiquement en silo entre directions fonctionnelles, on y reviendra parce qu'il se peut qu'il y ait une organisation aussi du partage des éprouvés qui soit un petit peu mimétique finalement à cette organisation du travail. De quelles hypothèses est-ce qu'on est parti au fur et à mesure, à force d'écouter les entretiens pour ma part, de les retranscrire, de les lire? Qu'est-ce que Florent a vu? Qui a vu le sociologue? Eh bien, lui, il a vu un groupe professionnel empêché. Non pas empêché de travailler, quoique, mais aussi empêché dans, finalement, son vécu du travail, un groupe professionnel face auquel il y a quand même des obstacles qui se posent et, d'une certaine façon, qui voit la qualité de son travail empêché, comme on dit en clinique de l'activité, par une multiplicité d'injonctions qui viennent tant du bas, entre guillemets, que du haut, entre guillemets aussi, et qui sont finalement assez peu étudiées elles aussi. Je veux dire, en psychologie comme en sociologie, nos collègues chercheurs ont beaucoup plus l'habitude de s'intéresser à ce qui se passe pour les soignants, pour les médecins, pour les cadres de santé, mais très certainement pas pour les échelons managériaux d'au-dessus. Ensuite, qu'est-ce qui a étonné Florent? Eh bien, parce qu'une bonne partie, quand même, des cadres de direction font partie de la haute fonction publique hospitalière, puis même, il y a quand même direction comme signifiant dans votre statut, eh bien, on pourrait se dire que c'est un groupe dominant, mais il n'en a pas exactement tous les traits. Les équipes de direction hospitalière, on peut quand même se poser la question, entre corps et à l'intérieur même des corps, de la solidarité qui devrait être liée justement à ce partage du signifiant de direction d'une part, et à l'intérieur des corps au fait de partager finalement la même étiquette, la même formation et le même corps d'appartenance. Et puis, dernière chose, un groupe finalement, paradoxalement pour lui, pour Florent, invisibilisé, c'est-à-dire qu'on entend un peu parler de vous, enfin si on lit APM et Hospice Média, parce que sinon, très clairement, on n'entend pas parler de vous, et dont la construction politique au sens de la vie de la cité, dont la construction politique finalement est fragilisée. Je ne fais pas ici de jugement sur la question de la fusion des corps. Ce que je dis, et là je suis vraiment clinicienne, je m'intéresse à la réalité psychique, ce que je dis ici, c'est que la question même, le fait même que se pose la question de la fusion des corps entre DH et D3S a contribué à faire bouger les lignes, à rendre des choses perméables, alors qu'avant, elles étaient bien coincées, ce qui avait au moins un mérite, qui était des identités professionnelles a priori claires. Et cet a priori, évidemment, ne tient pas compte du fait qu'il y a des permutations des uns vers les autres. Qu'est-ce que moi j'y ai vu? Ce que j'y ai vu en tant que psychologue, c'est d'une part un groupe professionnel où clairement la vulnérabilité, c'est la fragilité, c'est pas bien. C'est un tabou. Alors, d'une part, c'est pas bien dans l'activité, mais c'est pas bien d'en parler non plus. Alors, aujourd'hui, et on en rigolait avec Nathalie parce qu'elle me dit « Ah, mais vous êtes très à la mode ». Oui, alors j'espère que l'année prochaine, on n'aura pas changé de mode parce que dans la recherche, nous, on met plusieurs années à venir à bout de nos monomanies. Donc, s'il vous plaît, continuez à nous réinviter, on a besoin de vos retours. Mais il y a aussi le fait que, en ce moment, peut-être lié à la fin de la crise, etc., à tout ce qui s'est passé pendant la crise, soudain, c'est possible de parler de la qualité de vie au travail des directeurs. Enfin, c'est possible dans des assemblées comme celle-ci, qui ne sont pas quand même la majorité du corps. Il y aurait quand même une question à se poser sur quelle proportion, finalement, des corps de direction, des personnels qui les composent, ont accès, sont perméables, finalement, à cette question. Des individus aussi, on a dit tout à l'heure, peut-être, le directeur, en gros, il est seul, mais il n'est pas solitaire. Effectivement, mais il est un peu esseulé du point de vue émotionnel. C'est-à-dire, au fond, comment se retrouve-t-il, comment se retrouve-t-elle, la directrice d'hôpital, puisque c'est quand même le corps majoritaire de notre échantillon d'entretien, à traiter ses propres éprouvés, la plupart du temps, tout seul, avec aussi des solutions d'accompagnement qui, pour tout un tas de raisons, sont aussi des solutions individuelles. Combien de directeurs et de directrices m'ont dit, pour faire face, pour gérer, j'ai eu des séances de sophrologie,
sophro, puis je suis allée courir, puis j'ai fait appel au psychologue, et puis heureusement qu'il y avait ma famille. Et on se dit, ah bah, donc, en fait, aucune, quasiment solution collective. Quand je dis ça, c'est pas au sens où ça n'existe pas, je sais, le CNG fait des groupes de coaching. C'est pas ça, c'est au sens où... Non mais c'est important de le dire, parce que sinon, après, je me sens un peu mal quand même. Mais ce qui est important, c'est de constater que donc le réflexe collectif n'est pas là lorsqu'il s'agit justement d'essayer de trouver des solutions à la collectivisation des problèmes et des éprouvés. Alors d'une part, qu'en est-il... Oh, c'est tout petit, c'est pas grave. Qu'en est-il de la pluralité des profils? Là, il y a une question vraiment purement sociologique. C'est-à-dire qu'on s'est aperçu que dans un corps a priori homogène, coexistaient comme ça des lignes de distinction sur lesquelles se plaçaient chacun et chacune en fonction de ses goûts, entre d'une part la volonté d'être chef ou la volonté de rester adjoint. Cela ne procède pas du tout du même désir. La volonté de travailler en CHU, où l'on me dit « Ah, mais les problématiques politiques sont beaucoup plus fortes, etc. » Mais en CH, alors oui, c'est plus sympa, mais c'est familial. Et du coup, les familles, quand ça merde, c'est encore plus difficile à supporter. On parle aussi de la distinction symbolique, d'une certaine façon, on pourrait se référer à Bourdieu, entre ceux qui ont suivi, ceux et celles qui ont suivi un parcours universitaire et ceux qui ont fait le Saint Graal de Sciences Po. Et quand je vous dis ça, ce n'est pas au sens où je le pense, c'est au sens où c'est quand même une partition symbolique qui m'a été souvent mentionnée, en fait, dans les entretiens. De même avec la question des concours externes ou internes, avec l'idée que ceux, au fond, qui auraient fait des concours internes auraient fait le réel choix de l'hôpital, tandis que, je vous jure qu'on me l'a dit dans certains entretiens, ah mais de toute façon, ceux qui ont passé le concours externe, c'est pas compliqué, c'est un peu c'est ce qui a marqué là dans l'extrait d'entretien qui est un peu virulent, de toute façon, la moitié, ils ont raté l'ENA. Donc ça, c'est pareil, ça fait partie des représentations autour de ceux et celles qui accèdent à ce corps de direction d'hôpital, donc là vraiment DH. Et moi je me suis bien rendu compte, on se le disait tout à l'heure avec Yann Dubois, on ne bosse pas à l'hôpital par hasard, cela vaut pour les professionnels de soins jusqu'aux professionnels de direction. Donc en fait c'est un corps qui est constitué d'individus qui se vivent comme atypiques les uns par rapport aux autres. C'est-à-dire, nombre de mes entretiens ont commencé par « alors moi j'ai un parcours un petit peu particulier, mais… » Et de fait, c'est vrai, que ce soit du point de vue du background socio-économique des parents, que ce soit du point de vue des premières formations qui avaient été suivies, une DG de CHU qui était infirmière au départ, qui avait commencé un cursus d'infirmière, enfin, on en connaît quand même des profils comme ça, et de fait, c'est plutôt vrai. Il y a d'autre part un classement symbolique entre les corps. Bon, désolé, il y a une multiplicité de corps ici, mais il faut quand même le dire, c'est quand même quelque chose sur lequel justement les élèves directeurs, je trouve, travaillent beaucoup, sur lequel les équipes de direction dans certains établissements travaillent beaucoup, à savoir, puisque les équipes sont constituées de corps différents, qui font appel à des expériences professionnelles différentes, de fait, il y a de potentielles difficultés relationnelles entre les corps. Cela m'a été dit, même dès l'école, puisque de temps en temps, j'ai mis les pieds à l'EHESP, où j'ai pu entendre certaines anecdotes qui témoignent du fait que cette partition sociale commence à exister à partir du moment où on sait qu'on a eu le concours et où commence l'identification à l'étiquette du corps. Et je vous ai mis cet extrait d'entretien d'une directrice des soins, justement, parce que lorsqu'elle me présente justement sa représentation éminemment fantasmatique, au sens imaginaire, de ce qu'est un directeur d'hôpital, la façon dont elle la met en opposition à ce qu'elle a connu, relève pour moi d'un mécanisme de défense aussi individuel pour se revaloriser par rapport justement à un corps, direction des soins, qui est, on a pu me le dire aussi, considéré comme une sous-direction. Mais lorsqu'elle me dit que forcément on n'a pas la même fibre, que nous, on a monté au fond des grades dans l'hôpital, c'est au sens où nous sommes attachés à l'hôpital d'une façon qui est bien différente, d'une façon bien plus organique que des directeurs et des directrices d'hôpital. Sous-entendu, nous sommes peut-être des sous-directions, mais nous au moins, on connaît l'hôpital. C'est un discours que j'ai beaucoup entendu quand même, et qui procède, me semble-t-il, d'abord et avant tout d'une défense contre finalement un certain mépris de classe, parfois, et j'insiste là-dessus. Ensuite, ce que Florent vous aurait bien mieux que moi dit, s'il avait été là, c'est que finalement, on a constaté qu'il y avait des objets du travail différents dans les équipes de direction hospitalière. Et donc, c'est pas uniquement dire il y a du travail en silo, on coopère pas assez ensemble, etc. Non, c'est pas ça. Si on fait une analogie avec la médecine, les médecins voient-ils très exactement le même corps humain selon qu'ils sont spécialistes des viscères, des veines ou de l'ossature? Non, il y a quelque chose d'autre qui s'allume dans leurs yeux lorsqu'ils regardent un corps.
Il s'agit finalement de la même chose dans les équipes de direction. C'est-à-dire, certes, l'organisation en silo n'empêche pas la coopération, mais de fait, avoir des périmètres bien délimités de direction fonctionnelle implique des visions partialisées de l'hôpital. C'est pas grave, c'est structurel. C'est-à-dire que l'hôpital est de toute façon une machine beaucoup trop grosse pour qu'un seul être humain puisse s'en représenter de façon intégrale et à tout moment le fonctionnement. Donc, la nécessité qu'il y ait des visions partialisées de l'hôpital, elle est évidente. Mais elle a du coup un certain nombre de conséquences. D'où ce que disait Florent, mais il n'y a pas vraiment d'objet du travail commun. Il dit souvent, l'hôpital du DAF n'est pas forcément l'hôpital du DAM, au sens où ce sont des circuits de circulation qui sont différents. Ce sont des objets qui circulent qui sont différents. Ce n'est pas mal de dire que l'argent circule à l'hôpital, mais lorsque c'est à ça qu'on s'intéresse, on ne voit pas forcément la circulation justement qui existe entre les postes soignants, entre les médecins, la circulation des émotions par exemple, que l'on voit, que l'on entend quand on est secrétaire général ou DRH. Et cela questionne quelque chose qui vient aussi du monde du soin, à savoir la création potentielle de modèles mentaux partagés de l'activité. C'est quelque chose qui existe dans les travaux justement sur le management, la QVT, dans les services de soins. À partir de quand, dans des équipes pluriprofessionnelles, entre guillemets, ou en tout cas où chacun a son champ d'activité bien délimité qui n'est pas celui des autres, peut-on avoir un modèle commun de l'activité de soins ? Puisque on a une évidence qui est celle que nous travaillons tous à l'hôpital. Maintenant, est-ce pour autant le même hôpital dont nous parlons lorsque nous prononçons cette phrase ? C'est pas sûr non plus. Alors, qu'est-ce que dit, et c'est finalement une transition entre la socio et la psycho, que dit la psychologie sociale au sujet justement des groupes entre guillemets dominants? C'est très intéressant. Je me réfère ici aux travaux de Fabio Lorenzi-Cioldi sur les groupes dominants, les groupes dominés, qu'il appelle aussi les groupes collections et les groupes agrégats pour parler de leur façon de fonctionner dans leurs relations interpersonnelles et entre pairs. Ce que dit Lorenzi-Cioldi, c'est que les élites ou les groupes dits dominants fonctionnent de façon collection. C'est-à-dire que chacun des individus du groupe va être traité comme un exemplaire spécifique, spécial, atypique donc, du groupe. Et le groupe, dit-il, cumule, en les juxtaposant, les caractéristiques des personnes. Autrement dit, sa cohérence provient non de son homogénéité, comme on peut le voir par exemple dans la classe ouvrière, mais bien de la complémentarité de ce que chacun apporte au corps. C'est un discours que l'on entend beaucoup en formation et même après dans les équipes de direction. Deuxième extrait, ce qu'il dit aussi, c'est qu'au sein d'une élite, comprenez, un groupe socialement dit dominant, les personnes se côtoient sans se masser, se juxtaposent sans se confondre et surtout, ça c'est très intéressant pour une psy, se mettent en rapport sans se mélanger. Ceci questionne en fait le partage qui est possible ou non. Et le partage de quoi ? Eh bien, pour une clinicienne, ça va être la réalité psychique, donc le partage à la fois des constructions, des représentations que nous avons, constructions toujours un petit peu imaginaires, hein, je veux dire la réalité matérielle c'est bien, notre point de vue sur la réalité matérielle est toujours un petit peu différent, et les émotions, les éprouver. Alors voilà, qu'en est-il de ce qui est, bien sûr il y a des trucs transversaux, mais qu'en est-il de ce qui est spécifique finalement au corps de direction? Eh bien d'une part, cette représentation que j'ai entendue partout sans que personne ne me dise « Ah, on m'a appris que le bon directeur c'était ça », pas du tout, mais ce sont des gens qui, lors de tout leur récit sur la façon dont ils avaient géré la crise, dont ils avaient géré l'incertitude. J'ai eu beaucoup d'entretiens où l'on me disait « Moi, j'ai fait en sorte de ne pas montrer que je flanchais de temps en temps parce qu'on m'a toujours appris, mais dans les stages, en fait, et puis ensuite dans l'activité professionnelle, que chef, si tu doutes, eux, ils vacillent. » Et donc, en fait, il circule quand même, dans le corps notamment des directeurs et directrices d'hôpital, cette représentation qui est une espèce d'amalgame. Je pense qu'elle n'existe chez personne. Et même lorsqu'elle est incarnée, entre guillemets, quand quelqu'un décide de mettre cette veste-là, c'est un théâtre de posture. La représentation du bon directeur, c'est un directeur qui est fort, qui est solide, qui ne doute pas, qui est sûr de lui. Bref, c'est le roi Salomon qui tranche sans aucun affect. Et ceci, je pense, amène une relation à l'hôpital un petit peu particulière, déterminée par aussi ce que les directeurs et directrices récoltent de l'histoire religieuse, au fond, de l'hôpital, celle du don de soi et du sacerdoce. C'est-à-dire que la fonction fait que. La fonction fait que c'est, et là je cite quelqu'un qui m'a parlé, c'est « encaisse et tais-toi ». Voilà. Cette représentation du bon directeur comme étant suffisamment fort pour tolérer le fait que son travail ce soit encaisse et tais-toi est quand même probablement quelque chose d'un petit peu spécifique en tout cas au corps des directeurs d'hôpital. Et j'ai travaillé sur un webinaire avec CHFO. Moi je suis pas, si vous voulez, je suis pas syndiquée. Alors du coup je travaille un peu avec tout le monde. C'est très bien, ça permet des retours. Mais là en l'occurrence sur une enquête déconnexion, il y avait quand même des verbatims qui pouvaient dire c'est formidable la déconnexion, j'y tiens beaucoup, mais vraiment moi je peux pas.
Et ce « moi je peux pas » est quand même très intéressant à aller investiguer parce que très probablement il est révélateur de tensions, justement, de conflits internes. Au sens du conflit intrapsychique, ça c'est la perspective clinique par excellence, l'homme est un être de conflit, avec un grand H. On est toujours en tension entre des pôles de désir et des pôles d'interdit, entre des injonctions différentes, je ne parle même pas des injonctions dites contradictoires. Et donc il y a, il faut le dire puisqu'on me l'a dit, des problèmes de santé mentale spécifiques à ces métiers. C'est-à-dire que ça m'est arrivé de discuter avec des permanents syndicaux qui me disent « Ah mais t'as pas entendu un tel qui est mort là pendant l'été, mais en fait c'était un suicide ». Je pense qu'il faut qu'on en parle, non pas parce qu'il y en a plus dans la profession que dans la population générale, mais au sens où ça existe et que parfois ça peut être lié au travail. Autrement dit, pas simplement, les directeurs et directrices ne sont pas autre chose que des hommes et des femmes du quotidien, et que donc, eh bien, eux aussi, ils sont mis face à un certain nombre de risques. Ces risques, ils existent. Si on n'en prend pas soin, eh bien, au bout d'un moment, le risque s'actualise. Deuxième chose, assez importante, le fonctionnement justement mimétique d'une certaine façon du point de vue affectif avec le fonctionnement en silo organisationnel. On a fait l'hypothèse avec Florent que dans les équipes de direction, finalement, les uns par rapport aux autres fonctionnaient, du point de vue de leurs éprouvés, en silo affectif. C'est-à-dire que l'on m'a beaucoup dit, et là c'est un extrait que je vous montre d'un focus group, donc d'un entretien de groupe, où l'on me disait très exactement « Ah bah c'est drôle que dans cet endroit on puisse se dire les choses, parce qu'en fait habituellement on n'a pas d'espace, et même quand on en a, on parle d'autre chose. » Donc il y a bien quand même un fonctionnement qui clive finalement les éprouvés de chacun, histoire qu'on se les garde bien pour nous, voire qui contribue à des clivages à l'intérieur de chacun, c'est-à-dire je me sépare de mes propres éprouvés parce qu'ils sont tellement insupportables, ils sont tellement difficiles finalement à gérer parce que de fait ils me débordent, parce que je suis tout seul à devoir les traiter, qu'à ce moment-là, je préfère autant m'en distancier radicalement. Au bout d'un moment, ça finit par revenir. On pourrait parler, du point de vue cette fois des chefs, de la question de la solitude dans les décisions difficiles. On a écrit un papier là-dessus, notamment avec Philippe, à savoir comment étaient reçues, traitées, élaborées par les chefs d'établissement et leurs équipes certaines injonctions de déprogrammation des agences régionales de santé au moment de la crise. Il y a, on le sait, c'est la question de la responsabilité. Il y a quand même une responsabilité spécifique du chef d'établissement. À cette responsabilité, finalement, ressemble, ou plutôt cette responsabilité implique un certain nombre de tensions un petit peu spécifiques qui sont que si ça tombe sur ma tête. D'où, que ce soit du côté des adjoints comme du côté des chefs d'établissement, il y a finalement assez peu, voire pas, de partage des éprouvés. Ça, si vous voulez, pour une psy, ça sent jamais très très bon. De plus en plus, ça commence à se faire, mais il est très notable de constater que cela se fait dans des espaces périphériques aussi, c'est-à-dire dans des séminaires d'analyse de pratique, et ça a lieu une fois par an avec d'autres gens, ou justement des groupes qui sont organisés par le CNG, ou même ce qu'on est en train de faire ici, où dans l'informel, on peut se dire ce genre de choses, mais dans les équipes de direction, certainement pas. D'où aussi parce que l'identification entre pairs procède de la possibilité de partager certaines choses, d'où des difficultés à s'identifier à ses pairs, c'est-à-dire à ressentir que potentiellement on vit les mêmes choses qu'eux et que du coup peut-être nous sommes un petit peu pareils, malgré cette atypicité, malgré les distinctions symboliques, etc. etc. Ce fonctionnement-là, il commence dès la formation, c'est-à-dire que pour avoir mené des groupes de sensibilisation au co-développement à l'EHESP, de façon un petit peu expérimentale, parce que moi j'ai pas été formée, moi je sais faire de la supervision, c'est à peu près tout, mais en attendant, le HESP a bien accepté que je sois là, c'était déjà pas mal, et donc on s'est rendu compte que finalement, dès le début des groupes, même en première année, il y avait quand même un petit moment où on se regardait en chien de faïence avant de se demander si c'était possible simplement de parler devant les collègues, avec des élèves, directeurs d'hôpital, qui venaient me dire, eh bien, je sais qu'il y a des gens qui se sont désinscrits quand ils ont vu qu'il y avait le nom de un tel ou un tel sur la liste. Ces groupes, on les a fait en mai, le début de la formation était en janvier. Ça donne quand même une petite idée de quand est-ce que ça commence, cette histoire-là. Et là, ça marche plus. Il me fait des blagues, l'écran. Bon. Je sais pas pourquoi. C'est peut-être parce qu'il y a eu un changement de fenêtre. Non ? Ah, attendez. Sinon, c'est pas grave. Hop. Je vais réessayer régulièrement, sinon. Hein, mais... Ouais, c'est bon. Autre chose, donc. Pas de partage, difficulté d'identification entre pairs. Qu'est-ce que ça peut vouloir dire du point de vue émotionnel ? Là, je vais me référer à un papier de recherche hyper intéressant de 2017 qui s'intéressait aux magistrats et aux représentants cultuels, donc les prêtres. Et voilà la définition qu'ils donnent finalement du type de travail auquel se livrent ces professionnels. Vous allez voir, c'est rigolo, ça hits close to home, comme on dit en anglais. Un nombre important de cas,
Des décisions stressantes, des limites fines entre vie professionnelle et personnelle, le poids du prendre soin d'un grand nombre de personnes dans leur communauté et le poids considérable de stress traumatique secondaire. Ça, voilà. Donc, ceci n'est pas pour dire que c'est déprimant, parce que stress traumatique, c'est au sens où, quand vous êtes des RH et que vous récupérez finalement un chef de service et une cadre de santé qui vous disent qu'ils ont besoin d'une intervention de psychologue pour leur service parce qu'il y a une intervention en néonatologie qui s'est très mal passée et qui vous décrivent ça par le menu, ça s'appelle du stress traumatique secondaire. Parce que vous recevez, certes de façon indirecte, mais tout de même, des contenus émotionnels, affectifs, traumatiques. Donc il y a des éléments qui isolent. Il n'y a pas que ça, on le verra. Il y a des dilemmes éthiques, au fond. C'est la question de la déprogrammation qui était imposée par les ARS, parfois avec un taux, alors que ça n'avait aucune logique. Il y a la violence du réel clinique. Je dis bien clinique, au sens, il se passe des choses merveilleuses à l'hôpital, mais de fait, de temps en temps, le réel clinique en tant que tel est violent. Lorsque ces éprouvés-là ne sont pas travaillés par les personnes qui les vivent, eh bien, ils sont souvent projetés, répercutés sur ceux et celles avec qui ils sont en lien, les cadres de santé, les médecins-chefs et potentiellement, du coup, les personnels de direction aussi. Et puis, ces fameuses injonctions venues de l'extérieur qui arrivent finalement, qui reposent sur des épaules qui sont déjà plutôt bien chargées. Et il y a des portes de sortie face à ça. D'une part, la question de la collectivisation du problème en tant que tel. Autrement dit, lorsque quelque chose me vient à l'esprit, comment est-ce que je peux faire pour le partager ? J'ai connu, et je continue à faire du terrain dans des hôpitaux, des réunions de staff où on commence avec la météo du jour. Comment est-ce que je me sens ? Juste ça, comment est-ce que je me sens ? Ça ne veut pas dire que si je me sens pas bien, que j'ai passé une nuit pourrie, une semaine de merde, etc., je vais être moins performant au travail, mais de fait, il y a peut-être des choses qui vont mieux s'expliquer dans mon comportement si mes collègues savent qu'en ce moment, ça ne va pas fort. Mais aussi, du côté de l'activité, des tours de table. Des quoi de neuf, qu'est-ce qui se passe dans vos dossiers là actuellement ? Si on fait ça à tous les codires, au bout d'un moment, il y a quand même une interconnaissance assez forte finalement des dossiers des uns et des autres et des mouvements de soutien et d'entraide qui peuvent émerger. L'autre porte de sortie, qui est plutôt du côté des concepts, mais c'est important, c'est finalement un travail identitaire à faire, de déconstruire des représentations extrêmement figées, celle du fameux bon directeur. Ça, c'est un travail qui ne peut être que collectif. À le faire soi-même, on en a pour 15 ans d'analyse, de fait, vous n'avez pas forcément ce temps-là. Et pour aller plus loin, il y a un truc dont je voulais vous parler spécifiquement, qui est quelque chose sur lequel j'investigue en ce moment et que j'entends de plus en plus et que je vois quand je fais du terrain, avec justement des directeurs et directrices qui le veulent bien. Il y en a dans la salle, merci beaucoup. C'est la notion de travail émotionnel. Alors, ça a l'air bête, mais je pense que vous faites ce travail et on probablement vous l'a plus ou moins jamais dit, en tout cas pas dans ces termes. Si nous, côté psycho ou sociologie du travail, on a la définition de ce qui s'appelle le travail émotionnel, à savoir, là je cite Strassdins, je vous donnerai les exemples qu'elle donne pour illustrer, produire des émotions positives chez les autres et réparer ou réguler les émotions négatives. Elle dit, ce terme comprend aussi des comportements destinés à intégrer et harmoniser les relations sociales. Les exemples qu'elle donne, c'est un parent qui essaie de consoler son enfant ou un psychologue qui commence l'entretien en demandant à son patient comment il se sent ce jour-là. Je pense que vous produisez à peu près ce même type de travail avec les personnes que vous recevez, pour une part. Ceci implique, le travail émotionnel, une élaboration en fait de ses propres éprouvés et de ceux des autres, au sens quand ils les projettent, quand ils vous les ramènent, c'est en fait à vous de les travailler pour en restituer une version entendable au personnel en face. Ça peut soit faciliter l'activité, il n'y a qu'à penser justement au moment de négociation, dans le dialogue social, mais aussi cela peut être l'activité principale. Je pense ici aux directions des ressources humaines. Qu'est-ce que cela implique ? Des choses que j'ai vues. Être présent, parfois tout seul pour un chef d'établissement, autour d'une table où il y a des syndicats de la représentation directe de certains services qui sont en grève, et écouter des revendications sociales, parfois formulées avec des termes assez violents. Là, qu'est-ce qui se passe ? D'une part, un accueil, simplement une fonction d'accueil de la parole de l'autre, et la contenir. Nous, ce qu'on appelle la contenance, c'est le fait qu'on peut accueillir et sécuriser finalement l'autre, parce qu'il sait que la parole qu'il est en train de prononcer ne va pas nous détruire et qu'effectivement, elle ne nous détruit pas et qu'on en est à peu près certain. De temps en temps, lorsque justement des syndicats, il y a des endroits avec des relations sociales de fait très virulentes, de temps en temps, justement, dans les négociations sociales, il peut avoir une intensité finalement de ce qui est prononcé qui fait clairement vaciller les personnes en face et c'est fait pour, il faut aussi se le dire. Cela implique une autre chose que j'ai vue, pour le coup, comment fait-on quand on est DRH pour calmer un agent qui commence très clairement à monter de plusieurs tons parce qu'il vient de recevoir une sanction disciplinaire et que clairement il n'est pas d'accord avec ce qu'il a reçu. J'ai vu ça
en train de se faire, une certaine façon de parler et de lui en restituer quelque chose, de lui restituer aussi ce qui était juste, ce qu'il n'a pas fait, c'est-à-dire mais on vous avait envoyé le recommandé pour que vous le lisiez, que vous nous en fassiez un retour et vous n'êtes pas allé le chercher, mais je suis désolée, mais moi je peux rien à partir du moment où vous faites ça. Eh bien de fait, ça transforme quelque chose de ce qui est envoyé et ça permet une restitution qui est beaucoup moins violente. Et puis, dernier verbe, mais tout ça en fait c'est des activités mentales, hein, c'est hyper important. Dernière chose que j'ai vue aussi, lorsque vous êtes en train d'animer une réunion, que vous avez plusieurs prises de parole, certaines très pertinentes, d'autres qui partent un peu en couille, et en cacahuète, pardon, mais voilà. Lorsque donc vous êtes face à un certain nombre de prises de parole dont les personnels qui sont là n'ont pas forcément immédiatement le sentiment qu'elles vont ensemble, vous dessinez de temps en temps des liens. Vous tracez finalement une chaîne signifiante, mais vous avez dit ça, ça s'est répercuté ici, et vous interprétez le réel au sens, vous proposez un sens qui permet d'inclure tout le monde, d'inclure les perceptions de tout le monde dans la réunion pour que chacun ait l'impression qu'on avance dans le même sens. Ça aussi, ce sont des opérations mentales. Alors face à ça, est-ce que, bon, on verra, du point de vue chronomètre, j'en suis où? Bon, c'est pas ouf, mais j'aurais pu faire pire. Donc, dernière chose, comment est-ce qu'on prend soin du collectif? Je propose 2 voies, il y en aurait beaucoup d'autres, et surtout, je n'ai pas la réponse à tout, c'est le moins qu'on puisse dire. J'ai attendu ce moment, je dois vous avouer, très longtemps, où je pourrais parler de ce courant de la psychiatrie des années 60 entre marxisme et psychanalyse, qui a été, à mon sens, le premier, j'ai bossé dessus pendant ma thèse quand même, à travailler sur l'organisation des équipes de soins et à dégager des principes d'assainissement de l'ambiance. Je vous les restitue ici. Ça, c'est donc la psychiatrie des années 60. On appelle ça la psychothérapie institutionnelle, qui n'est pas à comprendre comme « Ah, bah super, on fait de la thérapie dans les institutions ». Non, c'est pas ça. C'est on prend l'institution comme organisme vivant, d'une certaine façon comme un patient, et on en assainit l'ambiance. Qu'est-ce qu'on fait pour ça? Ils disent, d'une part, distinguer la décision de la responsabilité. Autrement dit, la fonction de direction peut être portée par un collectif. En revanche, effectivement, la responsabilité, ça, c'est le chef qui l'assume, mais il l'assume en toute conscience de cause. Cela permet de lutter, justement, c'est la question de la collectivisation du problème, contre la solitude du dirigeant, puisqu'il peut collectiviser les décisions qu'il a à prendre, et de lutter contre la dialectique faute-culpabilité, à savoir j'ai pris une mauvaise décision et je me sens coupable. Et ça, très clairement, c'est pas possible d'en parler parce que je ne suis pas un bon directeur, je ne suis pas fort. Autre chose, une gymnastique mentale entre statut, rôle et fonction. Oui, bien sûr que je suis directeur, c'est mon statut, mais de fait, il y a un certain nombre de missions qui me sont données, qui sont un petit peu différentes. Je peux endosser plusieurs casquettes, et il est évident que sur la scène sociale, j'endosse plusieurs rôles. De temps en temps, c'est moi qui tranche. De temps en temps, c'est moi qui rassure. Et ces rôles-là, c'est pas uniquement parce que moi, je veux bien les prendre. De temps en temps, ce sont des places que l'on me donne. Donc, ils me sont attribués par les autres, et ils relèvent, là, on peut le dire aussi, du transfert. Ensuite, l'art d'organiser la vie quotidienne. C'était dit aussi en psychiatrie. En gros, on s'ennuie quand même beaucoup plus dans un service où il ne se passe rien. Et qu'est-ce qui se passe de fondamental qui permet de créer du lien, à minima, la convivialité? Combien de personnes m'ont parlé de l'importance du café, on l'a entendu, des viennoiseries, du fait de manger ensemble, conviviaux, convivere, c'est-à-dire partager quelque chose de la vie ensemble. Ça ne signifie pas forcément se raconter toute sa vie, mais ça signifie au moins qu'il y a une partie sincère de nous qui est partagée avec les autres. Et puis ensuite, un mode relationnel particulier, être avec, faire en sorte d'être là. Le vrai être là, où on n'est pas sur son ordinateur. Je sais que c'est compliqué, à l'université on fait très exactement pareil, et faire les choses ensemble. Ce qui implique un degré d'intégration bien plus fort en fait que la coopération entre des directions différentes. Deuxième chose, et là on n'est plus sur les concepts, on est vraiment sur la question de la pratique. Au début, quand j'ai commencé cette recherche, je me suis dit mais probablement les directeurs d'hôpitaux auront beaucoup de mal, et dans les équipes de direction, ils ont été tellement habitués à passer des concours, à avoir des modes de promotion individuels, etc., qu'ils auront du mal finalement à accepter d'être mis en groupe. Que nenni! En fait, ce que m'ont montré les directeurs et directrices qui ont accepté de faire partie des groupes de travail que j'avais montés là de façon un petit peu expérimentale pendant la crise sanitaire, c'est que c'est tout à fait possible. Parce qu'en fait, ça répond à un besoin fondamental qui est celui de reconstruire, c'est un travail quotidien, le sentiment en fait de faire équipe. Ce n'est absolument pas une évidence. Ça passe, ça, par un apprentissage par l'expérience. Le dire, en l'occurrence, n'est pas le faire. La performativité de la parole, elle échoue dans ces moments-là. C'est pas parce qu'on dit « Ah, on est vraiment une super équipe » qu'on est vraiment une super équipe. C'est quelque chose qui s'apprend au quotidien, dans des relations renouvelées avec les autres, qui certes sont positives, mais qui peuvent aussi montrer à chacun que l'on surpasse des conflits personnels, en y mettant justement les formes, de façon à ce que le travail et la conversation se poursuivent.
2 exemples, ces fameux groupes pendant la crise, et puis aussi les groupes de sensibilisation au co-développement chez les élèves DH, avec à chaque fois toujours les mêmes mouvements. D'une part, la découverte des affects des autres. Quelqu'un prend la parole, et soudain, il y en a plusieurs qui disent « mais toi aussi ?» Mais en fait, toi aussi, ça s'est mal passé. Toi aussi, en stage, tu t'es fait un peu secouer, etc., par les équipes. Toi aussi, tu as vécu ça comme ça, mais je ne savais pas du tout. Et si je savais, on aurait pu essayer de t'aider, etc., parce que moi, j'ai vécu la même chose, et qu'au moment où je l'ai vécu, je n'ai pas osé en parler, je me suis sentie seule. Et soudain, c'est possible de mettre des mots sur ces éprouvés. Et oui, de temps en temps, on se sent coupable. Une directrice qui dit en groupe « mais moi, je me suis sentie comme une directrice de merde quand je me suis retrouvée justement à devoir annuler, donner des ordres et des contre-ordres sur les quantités de vaccins, etc. Moi, je le vivais très mal, mes équipes le vivaient très mal aussi, et je rentrais chez moi en me disant que j'avais vraiment été une directrice dont je pouvais avoir honte. » C'est quand même important de mettre des mots là-dessus. Ça ne va pas toujours jusque-là, mais de fait, quand c'est le cas, c'est important de pouvoir le dire. Et d'où aussi cette possibilité de traiter collectivement les affects. C'est un traitement psychique. Je me réfère au verbe que j'ai mentionné précédemment. Je m'en arrête là avec 2 choses. Le travail continue. On a donc des monomanies qui sont des monomanies très longues, vraiment sur le long terme. Et on a 2 projets, je mets les acronymes parce que ça aide. L'un qui est coordonné, en l'occurrence par moi, sur la fidélisation des professionnels hospitaliers, où on fait l'hypothèse qu'il y aurait un lien quand même entre l'ambiance des établissements et le fait que les gens aient envie de rester, du point de vue psychologique. Et que de fait, ça c'est un truc que j'ai entendu en traînant mes guêtres à Sant'Expo, que peut-être une équipe de direction qui va bien, ça donne un établissement qui va bien aussi, ou peut-être pas, mais en tout cas, cette hypothèse-là que certains et certaines m'ont mentionnée, ça mérite aussi d'aller y voir d'un petit peu plus près, parce que c'est probablement beaucoup plus complexe que ça, avec notamment la dimension de l'échelon service qui est tout à fait essentielle. Et puis, un autre projet que coordonne Florent, qui porte sur tout l'écosystème dans lequel vous baignez, du côté justement hospitalier. Les fameuses tutelles, à savoir des GOS, ARS, et aussi l'écosystème qui soutient, c'est-à-dire les syndicats, les associations. Finalement, dans quel bain sont plongés ceux et celles dont on a étudié finalement les trajectoires socio-professionnelles et la vie psychique jusqu'ici. Voilà, je m'en arrête là. Merci beaucoup pour votre attention.